Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je voudrais aborder le thème suivant. Pourquoi la disparition de certaines langues? Pourquoi est-ce qu'il y a des langues qui disparaissent? Alors cette question que je pose ne concerne pas à proprement parler les sciences du langage, ce qu'on appelle la linguistique. Parce que la linguistique étudie les structures, les familles de langues, le fonctionnement des langues, etc. Moi, je pose juste simplement cette question, pourquoi est-ce qu'il y a des langues qui disparaissent? Voilà. Donc, je ne fais pas ici œuvre de spécialiste des sciences du langage. Je ne fais pas ici œuvre de spécialiste de la linguistique, non. Moi, je me pose simplement cette question, pourquoi est-ce que dans l'histoire, il y a des langues qui disparaissent? Je crois que la nuance est très nette et la différence est très nette. J'espère que je me fais comprendre à ce propos-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des langues qui disparaissent? Évidemment, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes. Mais je veux dire que, dans le principe, chers frères et sœurs, toute chose naît, grandit et meurt. Hein? Certains appelleront cela la loi d'une loi qui est dans l'univers. D'autres encore vont dire une loi cosmique. C'est une loi qui est dans l'univers. Toute chose naît, grandit et meurt. C'est comme ça. Donc la langue aussi, comme mode d'expression et d'échange entre les humains, est soumise à cette même loi. De la naissance, de la croissance et de la mort. Et quelquefois, ça fait mal. Ça fait mal. Mais nous, en tant qu'individus et humains, est-ce que nous ne sommes pas soumis à cette loi-là? Nous sommes soumis à cette loi. Nous naissons, nous grandissons. Hein? Quelquefois, nous vieillissons et puis nous mourons. Mais évidemment, on peut mourir sans avoir été vieux. Vous voyez? Voilà. Et donc, c'est le constat qu'on a fait. Hein? Dans l'évolution de l'histoire des langues, on a vu des langues qui ont pris une grande importance. Les langues ont pris une grande importance, mais qui ont disparu. Alors, on va prendre des exemples précis pour essayer d'illustrer ce que nous disons. Lorsque la civilisation égypto-nubienne est née, l'Égypte antique, cette civilisation créée par des peuples noirs, ça c'est clair, il n'y a plus de discussion là-dessus. Ce sont les Hanous qui sont partis de la région des Grands Lacs, qui sont remontés le cours de... Plutôt, ils n'ont pas remonté le cours du Nil, mais ils ont suivi la descente du cours du Nil, puisque le Nil va se jeter en delta dans la Méditerranée. C'est eux qui étaient à l'origine de cette civilisation. Après, ils ont pris le nom de Kemet ou bien de Kmet. Voilà. On les appelait Hanous. D'ailleurs, le titre de celui qu'on a appelé improprement Pharaon, le roi, c'est Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Mais quand l'Égypte a dominé pendant des siècles cette zone, y compris la zone de la Palestine. Mais c'était la langue des anciens Égyptiens, là. C'était la langue la plus parlée dans la zone. Parce que l'Égypte dominait au plan militaire, au plan civilisationnel et culturel, au plan des échanges économiques, etc. Parce que l'Égypte, c'était le grenier de la région. Hein? C'était le grenier de la région. À partir des limons du Nil, mais il y avait une agriculture florissante. Donc tous les peuples souvent qui étaient à côté, qui étaient des peuples nomades, etc., ou des éleveurs, leur grenier, c'est en évite, ils viennent pour se nourrir. Donc, la langue égyptienne a pris beaucoup d'importance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette langue a disparu. Aujourd'hui, on en voit quelques, je peux dire, un résidu qu'on voit à travers le copte des Égyptiens. Mais aujourd'hui, ces coptes-là, ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, c'est l'arabe qui domine là-bas en Égypte. Vous voyez? Le copte, que je peux dire
la dernière version avec des éléments de l'Égyptien ancien. Voilà le copte qui est là. Donc l'Égyptien ancien en fait a disparu. Donc vous voyez, pourquoi? Ça a disparu avec la fin de l'Empire parce que au fur et à mesure, il y a des envahisseurs qui sont venus attaquer l'Égypte pharaonique. Hein? Au fur et à mesure, ils sont venus attaquer l'Égypte pharaonique pour détruire l'Égypte pharaonique. Les Perses avec Cambyse, hein? Les Macédoniens avec Alexandre et ses généraux, hein? Les Romains ensuite, jusqu'à maintenant les derniers, les Arabes. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc, la langue a disparu, vous voyez, avec le résidu qu'est le copte aujourd'hui. Voilà. On peut prendre l'exemple d'une autre langue. C'est le latin. Quand les Romains ont commencé à s'étendre et qu'ils sont passés de la République à l'Empire, oui, parce que les Romains ont commencé à s'étendre hein, à partir, je peux dire, du 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 200 ans avant Jésus-Christ, et leur empire a duré jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, où ils ont été détruits par ce qu'on a appelé les barbares, les invasions barbares. Mais au plus haut de leur domination, premier siècle, 2e siècle, etc., 3e siècle après Jésus, où ils dominaient tout le pourtour de choses de la mer Méditerranée. Je dis bien tout le pourtour de la mer Méditerranée. Mais le latin était la langue hein, de l'Empire romain. C'était la langue officielle de l'Empire romain. Même vous avez des textes d'un auteur comme Apulée de Mador. Je crois que mon mémoire même de maîtrise a porté sur un ouvrage d'Apulée de Mador. Procès de magia et puis apologie. Vous voyez. Mais c'est écrit en latin. Mais aussi, bien que les Romains dominaient la Grèce antique, mais la langue grecque restait quand même une langue importante. Hein. Même dans l'Empire romain, le grec restait une langue importante. C'est ce qu'on appelle la koiné ou bien le koiné. Ça restait une langue importante. Mais, quand l'Empire romain s'écroule au 5e siècle après Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Le latin va être progressivement abandonné. Parce que ces tribus germaniques qui sont venues contribuer à la chute de l'Empire romain, sans compter les turpitudes intérieures et la dégénérescence du pouvoir romain, mais tout ce qui survient notamment avec la période féodale, ces groupes-là, ce sont ce qu'on a appelé les patois locaux. Les patois locaux qui prennent la place. D'ailleurs, on peut dire que le latin, c'était la langue des élites. Voilà, c'était la langue des élites. Les paysans parlaient leur patois. Hein? Qui parle le provençal, qui parle, comment on appelle ça, le parisis, la langue des parisis, hein? Etc. Qui parle le breton, etc. C'était comme ça. Qui parle le saxon, etc. Donc, c'était les langues locales là, des paysans qui étaient là. Hein? Parce que le latin, c'était la langue quand même des élites, qui va devenir la langue de l'Église. Et aujourd'hui, le latin demeure la langue officielle de l'Église catholique. Vous voyez? D'ailleurs, c'est à travers l'Église catholique qu'on entend encore le latin. Sinon, le latin a disparu. Elle est devenue une langue morte. On appelle ça langue morte. Même l'ancien koiné, hein, la langue des Grecs anciens, qui a rayonné à cause, je peux dire, de la culture grecque, hein, de l'action de leurs philosophes, de leurs savants, etc. Mais est-ce que le grec moderne, là, c'est le koiné? Non. Le grec actuel, c'est quand même un peu différent. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, ça arrive, il faut comprendre ça. On prend un autre exemple. Je prends des exemples pour illustrer. Hein. Voilà, je prends des exemples pour illustrer. L'hébreu. L'hébreu. Quand les Hébreux sortent de l'Égypte, jusqu'à ce que, bon, il y ait la période des, je pourrais dire, des juges, des prophètes, etc., jusqu'à ce que le royaume se mette en place avec la première dynastie qui est née du roi Saül, notamment qui était de la tribu des Benjamins.
Et puis ensuite, la tribu de Juda avec David, etc. C'était l'hébreu. C'était l'hébreu. La plupart des textes, les prophéties, les choses, comment on appelle ça? Le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, la Torah, le Pentateuque, les 5 livres, tout ça c'est rédigé en hébreu. C'est rédigé en hébreu. Mais quand le royaume s'écroule, notamment, bon, parce qu'après Salomon, le royaume a été divisé en deux. Il y avait le royaume d'Israël avec 10 tribus, et puis le royaume de Juda avec 2 tribus. Mais quand au 8e siècle, le royaume d'Israël est détruit par l'empire des Assyriens, ensuite, au 8e siècle d'abord avant Jésus-Christ, puis ensuite au 6e siècle avant Jésus-Christ, quand le royaume de Juda est détruit par les Babyloniens, et que des populations de ces régions-là, les Hébreux sont déportés, mais qu'est-ce qui se passe? L'hébreu devient une langue morte. L'hébreu devient une langue morte. Donc, on sent que quelquefois, le pouvoir politique soutient une langue. Mais quand ce pouvoir politique s'écroule, la langue disparaît. La langue disparaît. Assez souvent. Je ne dirai pas toujours, mais c'est comme ça. Assez souvent. Vous comprenez? Assez souvent. Vous voyez? Hein? Les Hébreux qui ont été envoyés en captivité à Babylone, quand ils ont pu revenir chez eux, quelle langue ils parlaient maintenant? À l'époque même du Seigneur Jésus-Christ, ils parlaient quoi? Hein? Ils ne parlaient plus l'hébreu en tant que tel, mais ils parlaient l'araméen. Ils parlaient l'araméen. Bien sûr, l'araméen, comme tout l'hébreu, comme l'hébreu, sont des langues sémites. Mais l'araméen, je pense que c'est une sorte de mélange, peut-être de l'hébreu et puis de la langue des Babyloniens. C'est ça qui a donné l'araméen. Jésus, en Palestine, à cette époque, c'était l'araméen. C'était l'araméen. Vous voyez? Et puis, quand ils ont été dispersés, hein, avec l'attaque très violente des Romains, hein, des Romains qui ont réprimé la révolte, hein, des Juifs, hein, ce qu'on a appelé la guerre des Juifs. Il faut regarder à ce niveau-là l'ouvrage de Joseph, j'oublie son nom. Il a écrit La guerre des Juifs. Je vais me rappeler son nom. Hein? On voit, les Romains ont massacré Flavius Joseph. On appelle Flavius Joseph qui a écrit La guerre des Juifs. Les Romains ont massacré les Juifs. Vous voyez? Et les Juifs ont été dispersés. Certains sont partis en Europe, au nord de l'Afrique, etc., un peu partout. Mais même alors, l'araméen qui parlait a disparu. Ils sont allés en Europe, et puis leur langue a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ils ont créé ce qu'on a appelé le Yiddish. C'est-à-dire le Yiddish qui est, je peux dire, un mélange d'araméen et puis d'allemand. Un mélange d'un fond de langue sémite et puis mêlé à l'allemand. C'est ça le Yiddish. Vous voyez? Donc, les Juifs qui étaient en Europe, ils pratiquaient le Yiddish. Ben, bien sûr, ça c'était entre eux. Mais sinon, ils parlaient la langue des pays où ils étaient. Hein? Ils parlaient la langue des pays où ils étaient dispersés. C'est ça les faits. Vous voyez? Mais, quand Israël est créé en 1948, ils vont réveiller l'hébreu. Vous voyez? L'hébreu qui a été une langue morte depuis des siècles, je peux dire depuis 600 ans avant Jésus-Christ, depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, l'État d'Israël a réveillé l'hébreu. Ils ont fait renaître l'hébreu. Donc une langue morte peut être, je peux dire réveillée, je ne dirais pas ressuscitée, mais réveillée. L'hébreu a été réveillé. C'est la langue officielle de l'État d'Israël. Vous voyez? Et donc, l'hébreu a été remis au goût du jour parce qu'il y avait des textes en hébreu, il y avait des écrits en hébreu qui sont restés. Dans la pratique spirituelle du judaïsme, l'hébreu était encore utilisé, mais bon, c'était les rabbins ou les spécialistes de la religion qui l'utilisaient, mais le peuple même bon. Mais l'État d'Israël a réveillé la langue hébreu. Donc voilà, je prends des exemples concrets pour que vous voyez. Des exemples concrets. Bon, l'anglais, l'anglo-saxon. Est-ce qu'avant c'était une langue importante? Ce n'était pas une langue importante. Ce sont les conquêtes coloniales
des Britanniques qui ont fait que l'anglais est devenu une langue importante. Ils ont tellement conquis de territoire dans ces conquêtes de ces colons-là, qui ont semé la mort sur leur parcours. Ça fait que l'anglais est devenu une langue importante, parlée un peu partout. Mais quand la puissance anglaise a régressé, l'Amérique a pris le relais. L'Amérique a pris le relais, les États-Unis ont pris le relais, puisque eux aussi ils parlent une variante de la langue anglaise. Parce qu'une langue aussi a des variantes, ça il faut comprendre ça. Une langue a toujours des variantes, presque toujours des variantes. Par rapport aux voisins, par rapport au vécu interne, une langue a toujours des variantes. C'est comme ça. Il y a l'anglais des anglo-saxons des îles britanniques. Il y a l'anglais américain avec des différences. Quelquefois, les gens s'interrogent sur les variantes d'une langue. Mais beaucoup de langues ont des variantes. Donc, c'est comme ça. Le policier, l'anglais ordinaire va dire policeman. L'américain dit cop. Le petit, un petit garçon va dire child. L'américain va dire kid, etc. Donc, c'est comme ça. Même pour la langue française, mais c'est comme ça. Il y a le français de France, il y a le français de Belgique. Enfin, je veux dire avec les Wallons. Et puis, il y a le français du Québec avec ses différences. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, une langue a toujours des variantes. Voilà. C'est comme chez nous ici, la langue Agni. La langue Agni a des variantes. Il y a l'Agni Sanvi de la région d'Aboissou. Il y a l'Agni Ndenia de la région d'Abangrou. Il y a l'Agni Morofo dans la région de Bongwanou. Il y a l'Agni Ebroussa. Il y a le Sahui. Tout ça là, c'est la même langue. Même le Baoulé, c'est la même langue que l'Agni, mais avec des variantes. C'est comme ça. Même au sein du Baoulé même, il y a des variantes. Voilà. Le Baoulé Agba, le Baoulé Kodé, etc. Il y a des variantes de langues. Donc ça, c'est comme ça. Il faut comprendre ça. Une langue a toujours des variantes. Maintenant, on va prendre quelques exemples en Afrique. Quelques exemples en Afrique pour voir la question de la disparition de la langue. Quelquefois, la langue est soutenue par le politique. Quand c'est la langue qui est officielle, qui est soutenue par, je peux dire, un État, que ce soit un empire, un royaume, etc. C'est comme ça. Regardez le Bambara. Mais le Malinké qu'on voit avec ses variantes en Côte d'Ivoire, le Koyaka, le Koyakakan, le Maoukakan, le Djenekakan, le Malinké en Guinée actuelle, le Bambara au Mali, c'est la même langue mais avec des variantes. C'est la même langue avec des variantes. Et souvent, les langues qui sont très dynamiques, comme par exemple le Malinké Bambara, ce sont les langues qui sont des langues commerciales, qui sont utilisées dans le commerce. Les langues qui sont utilisées dans le commerce souvent deviennent des langues qui s'étendent. Vous voyez, qui s'étendent. Ça, c'est le constat qu'on fait. Ces langues-là s'étendent et sont très solides. Je dirais vivantes, mais toutes les autres langues sont vivantes aussi. Mais je vais dire que c'est des langues qui s'étendent. C'est ce qu'on a vu. Le dynamisme, notamment des djoulas, c'est-à-dire des commerçants. Ceux qui veulent transformer djoula en une ethnie, ça c'est leur affaire. J'ai fait des vidéos là-dessus, je ne reviens pas. Mais les djoulas, c'est-à-dire les Malinké, etc., ces familles-là, qui étaient des familles de commerçants, ont répandu la langue. C'est comme ça. Ces familles-là, grâce au commerce, elles ont répandu la langue. C'est comme ça que le Malinké, Bambara, avec toutes ces variantes, sont devenues des langues importantes. Au Mali, en Côte d'Ivoire actuelle, au Mali actuel, en Guinée, etc. Mais il y a aussi, pour le cas du Mali, le rôle qu'a joué le royaume de Ségou, le royaume des Bambara de Ségou, par ses conquêtes. Par ses conquêtes. Ah oui. Parce que même quand le royaume de Bambara de Ségou s'est étendu, il y a eu encore, à cause des querelles dynastiques, quand les Koulibaly ne voulaient pas se soumettre au pouvoir des Djara, ben, ils sont allés créer le royaume Bambara du Karta. Et toute cette expansion des Bambara a fait que leur langue s'est étendue et puis complétée par, je peux dire, l'action des marchands, des djoulas. Voilà, des marchands des djoulas. À longue distance, des marchands à longue distance. Voilà, c'est ça qui est djoula. Vous voyez. Et aujourd'hui encore, bon, le Malinké Bambara demeure, je peux dire, une langue très dynamique. Vous voyez. C'est le cas, par exemple, aussi de la langue Haoussa. La langue Haoussa est très dynamique parce que les Haoussa sont des marchands. Les Haoussa sont des marchands. Vous voyez.
Même certains sont venus au nord du Ghana actuel, notamment dans la région qu'ils vont appeler Gonja, Goronja, mais qui n'était même pas une région à Oussa, pas une région à Oussa, c'est une région des Gouan, des Gouangbaya. Mais c'est ce qui a fait que, même aujourd'hui, quand on parle des langues nationales au Ghana, le Haoussa est compté parmi les langues nationales. Alors que les Haoussa n'ont pas créé, je peux dire, une entité politique au Ghana actuel. Non. En fait, sur le territoire de ce qui va devenir le Ghana actuel. Hein? Ils sont au Ghana actuel, ils sont au Niger, ils sont au Nigeria, etc. Ils sont même jusque dans des parties de l'Afrique du Nord. C'est le cas. Hein? Comme l'Algérie. Ils sont au sud de ces pays-là. Pourquoi? À cause du commerce. Hein? Non seulement ils faisaient le commerce entre le moyen Niger et puis le nord de l'Afrique, etc. Donc, ce qui a fait que la langue Haoussa aussi a pris de l'importance. Oui, ça a pris de l'importance. Oui. Souvent, la langue qui est utilisée par des marchands prend de l'importance. Maintenant, évidemment, ça c'est le cas des langues qui s'étendent. On voit aussi, par exemple, le Yoruba. Le Yoruba aussi a pris beaucoup d'importance parce que les Yoruba, ils sont nombreux. Ah oui, les Yoruba sont nombreux. Ils ont créé beaucoup de chefferies, d'entités politiques. Les Yoruba, ils sont très nombreux. Au Nigeria, au Bénin, en partie au Togo, etc. Et puis, ils se sont installés un peu partout, même au Ghana, en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux. Voilà. Et partout où ils vont, hein, ils ne délaissent pas leur culture et leur langue. Voilà, donc c'est cela. C'est cela. Je sais même qu'il y a des universités au Nigeria qui sont pratiquement yorubaphones, hein, qui utilisent la langue yoruba. Alors, par exemple, on va voir des cas de disparition de langue, notamment le cas des Bétibé, hein, des Éotilés, notamment les langues qui s'appellent Bétiné. Bétiné, c'est-à-dire la langue des Bétis. Quand on dit Bétibé, c'est-à-dire ceux qui sont Bétis. Donc, si on veut voir le vrai nom même du peuple, c'est Béti. Bétibé, ceux qui sont Bétis. Pourquoi est-ce que leur langue a disparu pratiquement? Elle n'est parlée aujourd'hui que dans 2 villages de la commune de Grand Bassam. Béti Monon 1 et Béti Monon 2. Si on veut voir, c'est le même village, mais il y a 2 quartiers du même village. Or, les Bétibé étaient nombreux. Ils étaient des milliers, ça c'est le cas. Les Bétibé étaient très nombreux, ils étaient des milliers. Ah oui. Je ne sais pas combien ils pouvaient être, mais ils étaient nombreux et ils se sont fondus dans beaucoup de peuples, de groupes ethniques qui se sont formés par la suite. En s'intégrant à ces groupes ethniques-là. Est-ce qu'on peut compter les Bétibé, des gens d'extraction Bétibé qui se sont intégrés à des ethnies? On va compter. Ils se sont intégrés aux Nzema, ils se sont intégrés aux Abourés, ils se sont intégrés aux Hébriés, ils se sont intégrés aux Adjoukrou, hein? Ils se sont intégrés aux Abé, la Guinée. Hein? Ils se sont intégrés à beaucoup de peuples. Ils se sont intégrés aux Agnis sans vie. Hein? Oui. Donc, voilà le problème. Ils étaient des milliers et des milliers. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que la langue a disparu? Chaque fois qu'ils s'intègrent ailleurs, ils adoptent les langues des ethnies dans lesquelles ils s'intègrent. Vous voyez? Vous voyez? Mais il est dit que quand les Bétibé avaient leur royaume, notamment autour de ce qu'on appelle le complexe lagunaire Abitando et Yi, qu'ils appellent Abondjini et puis Mbéon, que d'autres populations comme les Nzema appellent la lagune Djoin, Azoulé Djoin, c'est-à-dire la lagune Djoin. Les Bétibé s'évertuaient à apprendre la langue des autres. Mais ils faisaient en sorte que les autres ne comprennent pas leur langue. Et on va voir ce cas-là aussi avec les Brons. Quand les Brons vont venir créer le royaume Bron-Diama, ils vont utiliser la même stratégie. C'est une stratégie, je peux dire, de sécurité et d'information. Oui, c'est une stratégie sécuritaire et d'intelligence, c'est-à-dire d'espionnage, donc d'information. Parce que lui, il comprend votre langue, mais vous ne comprenez pas la sienne. Donc quand ils sont entre eux, ils parlent, ils savent que les autres ne comprennent pas leur langue.
Donc, ils peuvent se dire librement ce qu'ils veulent. C'est stratégique. Mais les autres, leurs voisins, Abouré, Agni, etc., hein, ils comprennent les langues de ceux-là. Mais ceux-là ne comprennent pas leur langue. Mais c'est bien que la langue ne s'étend qu'entre eux. Parce qu'une langue ne prend de l'importance que quand d'autres, même qui ne sont pas à l'origine, hein, des éléments extraits de cette langue-là, des peuples extraits de cette langue-là, que la langue s'étend. Moi, je suis en train de parler français. Ah oui, c'est français que je parle. Mais moi, je ne suis pas français. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi le problème. Et c'est ça qui a joué un mauvais tour au BTB. Mais à côté de cela, ceux qui sont restés dans leur région, dans la zone de la région actuelle d'Adiaké, et qui ont été intégrés de force au royaume Agni Sanvi, royaume créé par les Brafais, parce que les Brafais eux-mêmes là, ils parlaient une variante de la langue Ashanti, hein. C'est pas l'Agni, ils parlaient. Ceux qui ont été à l'origine du royaume Agni Sanvi, qui ont créé le royaume Agni Sanvi, ça moi je leur dis, hein, le noyau Brafais là, il ne parlait pas Agni, il parlait une variante de la langue Twi, qui est semblable à la langue des Ashanti, qu'ils appelaient Arakwane. Voilà, il faut savoir ça aussi. Vous comprenez? Donc eux-mêmes, ils ont abandonné la langue Arakwane, qui est une variante du Twi pour parler l'Agni. Mais j'ai fait une vidéo sur l'origine de la langue Agni, donc je ne voudrais pas revenir là-dessus. En fait, la langue Agni, c'est un brassage du Twi et de la langue que parlaient les Sohiers, c'est-à-dire le peuple que le troisième roi des Agni, Nanano Asima, a trouvé quand il est arrivé en Ebrosa. Le peuple qu'il a trouvé, les Sohiers. Voilà. L'Agni que vous voyez là, c'est un mélange de la langue des Sohiers et puis du Twi. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand avec cette guerre face aux Agni Brafais, entre 1750 et 1754, ceux qui ont fui, qui sont partis en pays Nzema, à Beti Monon, à Vitré, ceux qui sont allés plus loin jusqu'en pays Haïti, qu'on va appeler, que les autres Haïti vont appeler Apekodjoboué, etc. En pays Haïti, bon, c'est dans le département actuel de Jacquesville, mais bon, le peuple Haïti est un peuple particulier quand même. Mais quand ils reviennent négocier avec les rois sans vie pour revenir sur leur espace, qu'est-ce que les rois sans vie disent? Ils disent, mais vous étiez sur des îles forteresses, non? Et puis vous combattez très bien sur la lagune. Nous, on ne va pas vous permettre de retourner sur vos îles, jamais. Nous, on vous demande de vous installer à l'embouchure de la Bia, que les Agnis appellent Bianou, c'est-à-dire dans la Bia. Mais que les Bétibé, les Otilés vont appeler Eyendo, c'est-à-dire l'embouchure du fleuve Eyé. C'est le fleuve Bia là qu'ils appellent Eyé, Eyendo. Mais que vont faire les Agnis? Surtout, bon, celui qui est considéré comme le troisième roi, c'est-à-dire Amoudou Foukmaï. Parce que le premier, on considère que c'est Amlamano. Le tabouret des Agnis sans vie est appelé Amlamano Bia, c'est-à-dire le tabouret, le siège d'Amlamano, le trône d'Amlamano. Après lui, c'est son neveu Aka Essoin qui va prendre comme nom de règne Akasima Adoukmaï. Akasima Adoukmaï. Quelquefois on contracte, on disait Akasima Adoukmaï. Voilà. Quand on contracte, on dit Akasima Adoukmaï. Sinon, c'est Akasima Adoukmaï. C'était le deuxième roi. Maintenant, le troisième, d'ailleurs, c'est Akasima Adoukmaï ou Aka Essoin. C'est lui qui a fait les conquêtes militaires. C'est lui qui a fait les conquêtes militaires. Mais Amoudou Foukmaï, c'est lui vraiment qui s'est attelé à bâtir un peuple. Oui. Qu'est-ce que lui faisait? Toutes ces populations diverses que les Brafais dominaient, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les Bétibés sont venus négocier leur retour dans leur pays, notamment avec l'ancêtre Luan Djomou, qui est un ancêtre du lignage matrilinéaire auquel appartient mon père, le lignage Boatimla, Ndo Boatimla. Amoudou Foukmaï a dit oui, je permets que vous reveniez, mais vous allez vous installer à Bianou. Deuxième chose, je veux des otages. Comme ça, je suis sûr que vous n'allez pas chercher à prendre votre revanche en venant m'attaquer. Je veux des otages. C'est comme ça que
beaucoup de femmes Bétibé ont été envoyées dans les villages Agni Brafé, principalement à Krendiabo, la capitale. Ah oui! Mais Krendiabo, la capitale, quels sont ceux qui sont majoritaires là-bas? Ce sont les Agni. Mais ils ont pris beaucoup de femmes Bétibé comme otages qu'ils ont envoyées à Krendiabo. Mais on dit quoi? On dit langue maternelle, non? Mais ces femmes Bétibé qui sont à Krendiabo, quelle langue elles ont commencé à parler? Elles ont commencé à parler l'Agni. C'est ça qui a été à l'origine de la disparition de la langue bétinée, la langue des Bétis, des Bétibé. C'est ça les faits. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces femmes otages qui ont été envoyées à Krendiabo et disséminées dans les villages Agni. Mais les plus nombreuses étaient à Krendiabo, mais d'autres étaient à ce village-là. Dans les différents villages Agni. Boué, et puis Ehian, voilà, le village d'Ehian, etc. Et puis, elles étaient prises en mariage par des notables Agni. Oui. Maintenant, qu'est-ce que lui faisait encore? Ce roi Amoundou Foukmani. Les notables Eotile, là, il les donnait en mariage, enfin, il donnait des femmes Agni en mariage à ces notables Eotile. Vous voyez? Les femmes Bétibé et Otile sont données en mariage à des Agni. Les femmes Agni sont données en mariage à des notables et Otile. Voilà comment la langue des Bétibé a commencé à disparaître dans la région. Les gens disent que les Agni les ont forcé les Bétibé à parler la langue Agni. Ce n'est pas vrai, ils ne les ont pas forcés. Mais ils ont utilisé une stratégie. Les femmes Bétibé, on les a envoyés dans des agglomérations, dans les localités Agni, où on parlait l'Agni. On les a donnés en mariage à des hommes Agni. Et puis, bon, elles-mêmes, elles ont commencé à parler Agni. Donc, elles parlaient Agni à qui? À leurs enfants. C'est comme ça, elles parlaient Agni à leurs enfants. Même aujourd'hui, la famille royale de Bétibé, la famille Boyine, mais la famille Boyine est encore représentée à Krendiabo. Ils sont encore à Krendiabo. Une fraction de la famille royale de Bétibé, la famille Boyine, ils sont encore à Krendiabo. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà les faits historiques. On n'a pas obligé quelqu'un à parler une langue. Non, non, non. Sur ça seulement, j'ai dit non, non, non. Les Bétibé ne passaient pas ça. Les Agni sans vie n'ont pas pris la chicotte derrière quelqu'un pour l'obliger à parler Agni. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Mais même eux-mêmes, là, les Brafais qui étaient les concurrents, eux-mêmes, ils ont abandonné leur langue, la Hakwane, pour parler l'Agni. Voilà. Donc, la langue Agni a été la langue la plus dynamique dans la région. Elle-même née d'un brassage d'une variante du Tui, la Hakwane, et puis la langue des Sohiers. Vous voyez. Mais en fait, la langue Agni ne date pas de longtemps. La langue Agni, en fait, est née, il faut qu'on le dise, entre la fin du XVIIe siècle et puis le XVIIIe siècle. Donc, la langue Agni, en fait, n'est pas une langue ancienne. Non. Parce que c'est quand Ano Asma et ses troupes arrivent en Ebrosa. Mais le journal du siècle tibien, je parle d'Ano Asma, Anachma, 1692. Donc, c'est une langue qui est née fin 17e siècle et puis 18e siècle. Donc, c'est une langue assez récente, mais qui a été très dynamique. Qui a été très dynamique. À cause du royaume Ebrosa d'Ano Asma. Parce que même, on a vu aussi un autre aspect. Les Sahis, ce qu'on appelle les Sahis, qu'on appelle ordinairement Sahui. Aujourd'hui, il y a 3 chefferies Sahui. Sahui Yuasso, Sahui en Yuasso, Sahui Bakwai. La plupart des ancêtres étaient d'extraction Kuifo, c'est-à-dire qu'ils parlaient Kui. Mais dans la zone, il y avait un esprit tutélaire qu'on appelait, qui est une rivière. C'est un esprit qui tient d'une rivière qu'on appelle la rivière Soboré. Cet esprit-là disait que lui, il ne veut pas qu'on parle la langue Kui en sa présence. Parce que l'Ashanti, c'est une variante de la langue Kui. Parce que lui, il dit qu'il déteste les Ashanti parce que les Ashanti sont violents, ils sont roublards, ils ne sont pas sincères. Donc lui, il ne veut pas qu'on parle cette langue-là en sa présence. C'est comme ça que les ancêtres des Sahui ont abandonné le Kui qu'ils parlaient en général pour parler le Sahui qui est une variante de la langue Agni. Donc vous voyez un exemple concret de population sur injonction d'un esprit qui change de langue. Ils adoptent une variante de la langue Agni qui est le Sahui
Et puis ils abandonnent le Twi. Ils abandonnent le Twi. Donc voilà ce qui s'est passé concernant les Bétibés. Maintenant, je vais prendre un dernier exemple et puis je vais m'arrêter. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Nous les enseignants, quand on commence à parler, on ne s'arrête pas. Ça, c'est notre défaut, ça. C'est comme il y a quelqu'un qui disait dernièrement sur les réseaux sociaux, il dit, merci professeur Alou, tu m'as amené à aimer l'histoire, mais depuis que je suis devenu historien, je suis devenu un peu trop bavard. Je ne sais pas si l'histoire rend bavard, mais tous les enseignants sont bavards, mais en général c'est comme ça. Alors concernant les Brondiamans, qui sont des extractions à Caen, qui sont venus dans la région de Bondoukou, qui ont créé le royaume Brondiamant, où ils ont trouvé toutes sortes de populations, hein. Les Lohons, Koulango, les Gben, les Goromo, les Dega, les Malinké, enfin, tous ceux-là, ils les ont intégrés à leur royaume, voilà. Les Senufo, Nafana, les Gben, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était eux le pouvoir politique. C'était eux le pouvoir politique. Ils auraient pu faire la promotion de leur langue, qui est la langue Bron, qui est proche de la langue Twi. Bon, c'est la même langue en fait. Je pense que c'est des variantes d'une même langue. Le Bron et puis le Twi, c'est des variantes d'une même langue. Mais au lieu de faire la promotion du Bron, non. Là aussi, tout comme les Bétibés agissaient là, ils ont décidé de parler le Bron entre eux et puis parler la langue des Koulango qu'ils ont conquis. Les Koulango qu'ils appellent un Coran. Donc, c'est la langue des Koulango qu'ils utilisaient dans leur rapport avec les autres. Si bien que la langue des Koulango, c'est-à-dire le Coran, est devenue la langue la plus importante dans le royaume Brondiamant. Tout le monde parle le Coran. La famille royale Brondiamant, les Koulango eux-mêmes parlent le Coran. Les choses, comme on appelle ça, les dégâts ont adopté le Coran. Les Longs ont adopté le Coran. Les Goromo ont adopté le Coran. Tout le monde comprend le Coran. Même les Malinké qui étaient dans la zone, ils parlent le Coran. Ils comprennent le Coran, même si certains continuent d'utiliser la langue de leurs ancêtres Malinké. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Mais les Brondiamans utilisaient le Bron entre eux. Et puis surtout, dans la célébration des fêtes qui marquent l'année nouvelle, notamment l'Adaï Kessé, hein, qu'on appelle ordinairement fête des Ignam, mais en fait, c'est je peux dire, un rituel d'action de grâce qui marque l'année nouvelle où on remercie Dieu, la terre, l'esprit de la terre, les forces cosmiques, les esprits tutélaires, et puis les ancêtres. Là, ils utilisent le Bron. Quand ils célèbrent la Daï Kessé, là, les choses, les libations, tout ça, ils utilisent le Bron. Même jusqu'aujourd'hui, ils utilisent le Bron. Dieu merci pour eux. C'est la partie de leur royaume qui est du côté du Ghana, notamment vers Drobo. Là, on utilise toujours le Bron. Et puis maintenant, ceux qui se sont installés dans la zone d'Assué-Fri et de Transua, et ils continuent de parler le Bron. Maintenant, tout le reste, c'est le Coran, la langue de Koulango qui est parlée. Là aussi, ça a été une stratégie. Puisque les ancêtres des Brondiamans, c'était des militaires. Donc, ils voulaient faire passer l'information entre eux, secrète, pour que les autres ne comprennent pas leur langue. Mais ils utilisaient le Coran, hein, notamment des Koulango, qui étaient quand même assez nombreux qu'ils ont conquis. Et c'est la langue d'un Coran, donc des Koulango qu'ils utilisaient. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il y a eu un recul donc, de la langue Bron dans le royaume Brondiamant à cause de cela. Voilà. Voilà. Mais la langue est beaucoup parlée du côté du Brongaafo au Ghana actuel. Voilà, la langue est beaucoup parlée là-bas avec différentes variantes. Donc, je vous remercie. Je parlais ainsi de ce sujet. Pourquoi la disparition de certaines langues? Pourquoi certaines langues disparaissent? Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Je viens de vous les énumérer. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.